Bienvenue dans Secret de Leader, le podcast des parcours exceptionnels où la passion rencontre la persévérance et la réussite. Je suis Morgane Février. Et je suis Jérôme Waro, et nous vous invitons à ouvrir une fenêtre dans les vies inspirantes d'entrepreneurs audacieux. De dirigeants visionnaires, de managers innovants, de personnalités publiques influentes et d'artistes révolutionnaires. Chaque épisode est une clé sur les secrets de ceux qui osent, rêvent et réalisent. Comment transforment-ils les obstacles en opportunités ? Qu'est-ce qui les pousse à aller toujours plus loin ? Ensemble, construisons une communauté de leaders qui font la différence. Et pour ne rien rater, pensez à cliquer pour vous abonner. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview. Bonjour Nicolas. Bonjour Morgane. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. On va parler leadership et on va parler plus précisément de la vision. Toi, tu as fait le test, tu es leader charismatique et visionnaire. Avant ça, moi, ce que j'aimerais bien pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots avant qu'on commence l'interview? Ouais, avec plaisir. Écoute, donc Nicolas Duep, 47 ans, marié, 4 enfants, un parcours de chef d'entreprise dans l'univers de la tech avec la dernière société qui s'appelle Alchemy et que j'ai introduite sur Euronext, donc cotée en bourse en novembre 2020. Et puis, pas mal impliqué dans tous les sujets de la société, dans les associations comme Croissance Plus, Le Galion. Et également auteur, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Votre énergie est inépuisable. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et puis un deuxième qui est en préparation. Voilà. Et puis sinon, dans mes passions, j'aime beaucoup le cyclisme et la montagne. Ok, top. Donc toi, aujourd'hui, comment tu vois la façon d'emmener les gens vers une vision que tu pourrais avoir quand tu as une idée de produit, quand tu as envie de lancer quelque chose, comment tu fais pour emmener les gens vers là où tu veux aller? Parce que souvent, on a l'idée dans la tête et on a du mal à le faire partager aux autres. Est-ce que tu as un petit truc? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je sais pas s'il y a un petit truc. En fait, je pense que ça fait un peu partie des talents des dirigeants parce que une vision, ça part tout de suite souvent d'une intuition. Tu sais pas la définir, tu ressens quelque chose et puis tu la mâchouilles parce que tu discutes avec les uns, tu lis, etc. Et puis petit à petit, tu arrives à la traduire avec quelque chose de compréhensible par les uns et par les autres. Alors, ce mâchouillage, il peut prendre des jours, mais il peut prendre des mois et des années. Enfin, il n'y a pas de fonction des intuitions que tu as. Ce qui est sûr, c'est que pour emmener une équipe, il faut quand même traduire tout ça avec des mots, parce que toi, avec ton intuition, ce que tu appelles visionnaire dans ton test, là, tu vois des choses que les autres ne voient pas. Tu ressens des choses qui sont tellement projetées dans le futur, dans un horizon de temps inqualifiable, qui font que si tu n'es pas capable de le traduire correctement, de manière intelligible par les uns et par les autres, on te prend pour quelqu'un de fou, ou on te prend quelqu'un de perché, ou on te prend pour quelqu'un farfelu. Et donc, ce que tu appelles le petit truc, je ne sais pas vraiment te le définir, mais c'est qu'à un moment donné, tu vas mettre des mots qui vont résonner et qui vont faire que quand tu parles à des équipes, ou tu parles à des investisseurs aussi, parce que c'est la même chose, ou tu parles à des clients que tu veux emmener vers les produits que tu veux lancer, les gens se disent « Ah c'est pas con ». C'est pas con ce qu'il dit, ouais, je suis d'accord, ça marche bien. Et donc, tout cet exercice de, comme dans la science de vulgarisation de ce que tu as vu ou de ce que tu as ressenti de ton intuition, c'est à la fois peut-être un don, mais en même temps un travail, parce que tu apprends à raconter des histoires, tu apprends à scénariser, et puis surtout, tu apprends que ça prend du temps, parce que la première fois que tu racontes ton truc, en général, on dit ouais. Et puis à force de le travailler, de trouver les arguments, trouver les bons angles, à la fin, on dit ah ouais, ça c'est bon. Voilà. Est-ce que ça veut dire que justement, il ne faut pas le garder pour soi et que le fait d'en parler,
tu rôdes, entre guillemets, un discours, tu vois les réactions des gens, ah ouais, là, j'aurais peut-être pas dû aujourd'hui peut-être parler comme ceci, comme ça. Parce qu'il y a des gens qui restent bloqués aussi sur leur vision. Ils se disent, bon, oui, tu as raison. Moi, je me souviens, notamment quand tu es jeune, tu sortais un truc, ah ouais, je ne peux pas t'en parler parce que c'est une idée vraiment confidentielle, c'est un truc génial. Plus tu es jeune, plus tu raisonnes comme ça. Une fois que tu as compris que quand tu avais l'idée, a priori, tu avais 10 000 personnes sur la planète qui avaient la même idée que toi au même moment, et ben, tu te dis que ton truc, il est peut-être génial, mais il n'est pas si génial que ça. Et qu'en fait, l'expérience après d'entrepreneur, c'est que la différence, elle va se faire dans l'exécution. Parce que tu peux avoir une idée géniale, mais si tu ne sais pas l'exécuter, ça va nulle part. Et donc, la différence se fait sur l'exécution. Et l'exécution, il faut être en équipe. Et il faut s'entourer de toutes les compétences que tu n'as pas. Donc moi, tu vois, dans la tech, bon, bah, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas développeur, donc il fallait quand même arriver à séduire des gens qui savent et qui se disent « Ah ouais, c'est bien ton truc, ça a du sens, je me mets à coder à tes côtés. » Donc il faut en parler. Et pour trouver la bonne formule pour parler à un profil ingénieur tech, bah, je doute que tu y arrives du premier coup, parce que ce que tu vas lui dire, ça va être brouillon et qu'en fait, ce sera peut-être la version 15 de ce que tu auras élaboré avec les uns et les autres qui feront qu'à un moment donné, ils disent « Ah ouais, c'est super ». Sachant que lui, il va t'amener la dimension technologique et va muscler ton intuition avec cette dimension-là. Et donc, il faudra passer à la version 16 et la version 17. Donc, plus vite t'en parles, plus vite tu la muscles, plus vite on t'éclaire sur les angles morts de ta super bonne idée géniale. Et une fois que tu as compris tout ça, bah, en fait, tu gagnes du temps, quoi. Est-ce que tu penses qu'une vision a besoin d'ambition? Bah, en fait, la vision, elle n'a pas nécessairement besoin d'ambition, parce que tu vois que le monde va évoluer de telle façon et c'est un fait que toi, tu anticipes. Après, en revanche, pour agréger autour de toi des équipes, des investisseurs, des clients, des fournisseurs, parce qu'à ce moment-là, l'entrepreneur, il a besoin de vendre son truc à tout le monde. Ouais. Bah, là, c'est là où il faut avoir de l'ambition. Et l'ambition, elle correspond à celui de la vente. Et donc, il faut que tu vendes ta vision. Et comme pour chaque vente, il faut que tu vendes ce que la personne en face est prête à acheter. Si tu vends à un investisseur qu'on va faire des trucs technologiques incroyables, il en a rien à foutre. Lui, il veut un TRI, il veut mettre 100, il veut savoir comment il va récupérer 400. Si tu vends à un tech qu'on va gagner 400, alors que lui, il veut faire un truc avec des langages nouveaux, des trucs un peu... bah, ça va pas le faire. Donc, voilà. Donc, chacun a ses ambitions. Donc, il y a une ambition ultime. Tu sais, c'est un peu le truc à la Steve Jobs. Qu'est-ce que tu vas apporter comme solution dans le monde? Enfin, le truc qui fédère tout le monde et qui donne et qui réunit tous les stakeholders du projet sur sa vision. Mais après, ça se décline partie par partie, quoi. Est-ce que ça veut dire aussi que toi, tu as une intention, quelque part derrière ta vision, tu as ta propre intention, et que quand tu vas aussi communiquer pour embarquer les gens, il faut que tu adaptes ton discours vraiment en fonction de l'interlocuteur pour pouvoir l'embarquer et lui donner, en fait, voilà ce que tu dis un peu, les mots qu'il a besoin d'entendre. C'est un peu comme la vente avec des... Est-ce que c'est de la vente, en fait, la vision, tiens? Bah, c'est ce que tu disais, ouais, c'est un peu de la vente. Alors après, il y a une autre dimension, en avançant dans l'âge et en cumulant les projets, tu t'apprends à mieux te connaître aussi. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que tu sais pourquoi tu cours. Quand tu es jeune, tu sors de l'école, tu as un petit côté canard sans tête, quoi. Donc, tu pars à fond dans toutes les directions, puis tu essaies de mettre de l'intelligence et t'embarques les gens sur l'intelligence. Au final, moi, ce que j'apprends aujourd'hui, c'est que, tu vois, il m'est arrivé des trucs dans ma vie qui font que les gens te suivent, non pas parce qu'il y a une ambition qu'on va gagner 400 ou qu'on va juste faire de la technologie, c'est quand même, il y a un truc en plus qui, toi, te fait avancer, qui est dans ton ADN, qui est dans ton cœur. Et le fait de pouvoir le traduire et de parler avec ton cœur, bah, tu crées des relations et ça te donne envie d'avancer. Et donc, le cœur, qui est au fond, qui est loin du cerveau, qui lui porte le business plan,
c'est ce qui va créer les liens, c'est ce qui va créer la solidarité, ce qui va créer l'envie d'une équipe de se dépasser. Et ça, tu l'apprends avec le temps. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que le cœur, ça se décrète pas. Ça se ressent. Et si je te parle avec mon cœur, Morgane, tu vas l'entendre. Et puis si je te dis, je te parle avec mon cœur, mais alors que c'est le cerveau, tu vas, avec ton expérience, tu vas me dire, fake. Et tu auras raison. Et donc c'est ça aussi qui est dans la traduction de la vision. C'est que une vision, elle est portée par quelque chose qui te nourrit, toi, et qui te fait avancer, toi. Et ça va sonner juste. Et ensuite, comme tu es parti, que tu es un entrepreneur, tu vas filer de l'énergie à tout le monde tout le temps et il n'y a que toi qui dois te recharger par toi-même. Quand tu fonctionnes avec ton cœur, c'est plus facile de se recharger que quand tu es purement dans le mental, quoi. Clairement. En fait, c'est un équilibre quelque part entre le cerveau et le cœur. C'est ce que tu me disais en off, à la fois par rapport à la vision, à la fois par rapport même au management et au leadership que tu... Et toi, tu incarnes parfaitement ça, en fait, parce que le charismatique, il fonctionne beaucoup avec le cœur, et le visionnaire, il fonctionne pas mal aussi avec le cerveau et l'intuition. Donc, tu es vraiment le Ouais, profil. alors en fait, tu as le cœur qui ressent des choses, tu as des cœurs qui comprend des choses. La réalité, c'est qu'on n'est pas vraiment formé au cœur. Il n'y a pas d'école du cœur. Hein. Tu as des écoles ou des grandes écoles qui te forment au cerveau, mais qui rarement forment au cœur. Donc, en fait, tu avances aussi quand même beaucoup à l'intuition, ce genre de choses par rapport à tes ressentis. Et puis après, il y a des techniques. Et ça, pour le coup, la technique, c'est plus l'univers du cerveau. Tu t'entraînes à pouvoir être tel type de manager, à pouvoir avoir tel type de dialogue avec tel ou tel corps ou type d'équipe dans l'ensemble de l'entreprise, que tu ne parles pas de la même façon au comptable, au tech ou au sales. Donc ça, là-dedans, il y a des techniques dont tu peux parfaire ton truc. Mais après, la réalité, c'est que si tu es quand même complètement ancré dans ta vision sur ta dimension humaine du cœur, l'empathie que tu peux avoir, pour le coup, c'est la même que tu vas avoir vis-à-vis de tous les femmes et les hommes qui composent ton équipe, quoi. C'est quoi les éléments clés que tu pourrais donner quand tu veux justement transformer cette vision? C'est quoi l'étape d'après? En fait, moi, je reviens sur le terme de mâchouiller. Parce que c'est un peu, tu vois, comme ton chewing-gum. Tu peux avoir un truc, ça peut te paraître évident, tu peux faire, je sais pas, une lecture qui te parle du monde en 2030, et puis d'un seul coup, par rapport à ce que tu es en train de faire sur l'agriculture, tu te dis, c'est exactement ça qu'il faut arriver, il faut construire des fermes comme ci, il va falloir trouver des cultures comme ça, il va falloir être souverain comme ça. La réalité, c'est que c'est un flash, et que ce flash, il va falloir, je te dis, le mâchouiller ou le muscler, si tu préfères. Et ça, c'est aller à la rencontre. Tu vas rencontrer des experts qui sont dans le domaine, qui vont être des théoriciens, qui vont être des purs cérébraux, qui ont fait des études, etc. Tu vas aller sur le terrain, voir, je sais pas, si on prend notre cas d'agriculture, voir des agriculteurs qui sont sur le terrain et qui vont nous parler de leurs contraintes et de voir si ton truc en 2030, il leur parle pour de vrai ou pas. Donc, il faut le muscler pour en avoir un peu comme une boule, tu vois, un 360, et voir toutes les facettes que la problématique que tu cherches à adresser puisse être éclairée et avoir les apports des uns et des autres. Et puis, c'est la mâchouiller aussi pour choisir les mots, parce que est-ce que si je te parle de farming, de ferme, d'agriculture, les mots ne sont pas les mêmes. Quel est le bon mot? Quel est celui qui est le plus dans la tech? Celui qui n'est pas trop dans la tech? Est-ce que toi, tu veux faire un projet qui est plutôt proche de la terre? Est-ce que tu veux faire un projet qui est près de la tech? Tous ces mots vont avoir une sensibilité. Et puis, tu sais, on fait souvent cet exercice de finir avec des mots anglais qui, eux, sont plus porteurs de business et en même temps veulent rien dire en français. Donc, voilà. Et ça prend du temps. Et en fait, il faut raconter ton truc. Et puis, quand tu vois comment ça réagit en face, les gens comprennent pas, comprennent un peu, comprennent dans une direction, comprennent dans la même direction que toi ou autre chose. Ça te permet d'avancer. Et puis, tu vas à tâtons.
Moi, je suis profondément intuitif et je pense que tu as besoin d'avancer avec les autres. Celui qui est capable de faire un business plan seulement en lisant une étude de la Harvard Business Review, j'y crois pas trop. Ceux qui imaginent ce genre de choses, en général, ils sont en CNRS. Et à un moment donné, ils ont besoin de trouver un associé qui est dans le business et qui les ramène dans le monde réel, quoi. Est-ce que derrière, tu as des astuces ou des outils préférés justement parce que là, tu engranges énormément d'informations en faisant ça. Donc, tu étoffes ta vision, tu l'affines et tu te retrouves avec un écosystème en fait de ta vision quelque part. Est-ce que tu utilises un outil? Par exemple, moi, quand je fais ces trucs-là, je vais utiliser peut-être du mind mapping, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu as un truc préféré ou un outil à conseiller ou quelque chose que toi, tu fais? Alors moi, j'essaye de construire mon deck, tu sais, le document avec lequel tu vas lever de l'argent. Okay. J'essaie de le composer un peu dans ma tête. Et tu sais, tu as des questions un peu stéréotypées, mais un deck étude de marché, en fait, c'est ça? Ouais, mais en fait, non, c'est des questions plus simples. Tu sais, c'est quoi votre vision en 2030? Okay. C'est quoi le problème que vous voulez résoudre dans le monde? C'est quoi votre secret sauce? C'est quoi votre environnement compétitif? En quoi mais vous là, différenciez? Tu es sur des questions un peu ambitieuses quand même. Tu sais, quand tu dis c'est quoi la vision 2030, c'est quoi que tu veux changer dans le monde, du coup, ça veut dire que la vision, elle doit être un peu ambitieuse. Oui, sinon, c'est ce que je te disais. Je faisais une dichotomie tout à l'heure, c'est-à-dire que la vision, je ne suis pas sûr qu'elle soit nécessairement ambitieuse, mais en revanche, sa traduction dans le monde réel, elle a besoin d'être ambitieuse parce que sinon, un financier ou des équipes ne te suivront pas. Donc, c'est répondre un peu à ces questions qui sont souvent très stéréotypées et de le faire. Voilà. Et il y a un autre truc que j'aime bien faire, c'est de le faire sur Word. Parce que tu sais, on s'entraîne à faire du PowerPoint. Mais n'empêche que va écrire en 3, 4, 5 lignes sur Word avec le choix des mots, en faisant une phrase, comme si tu écrivais un paragraphe, ta vision. Va écrire sur Word, effectivement, en quoi tu vas être compétitif. Moi, j'aime beaucoup ça parce que ça coupe le bullshit des bullet points qui te permettent de construire toujours des bouts de phrases avec un verbe qui est générique, optimisé, accroître, ce genre de truc. Et tu vas pas au fond de l'idée. Elle est complètement, elle est enrobée par des mots faciles à employer. Qui semblent être compris de tout le monde, mais à la fin, tu n'as pas vraiment précisément donné ton idée et elle n'a pas été précisément comprise. Donc, je trouve que le mérite de Word à faire ça. J'ai découvert entre-temps, d'ailleurs, que chez Amazon, ils faisaient ça. Tu as une page et tu dois écrire ton cas sur une page. Si ton boss ne le comprend pas, ça ne va pas plus loin. Tandis que ça fait gagner beaucoup de temps parce que tu vas te mettre du jus de cerveau et là où tu es capable de faire une presse de 40 slides qui te prend un temps de dingue et à la fin, tu n'as rien dit, quoi. Donc là, tu conseilles, c'est quoi? C'est une page? Non, c'est juste quelques lignes sur Word. Tu essaies d'écrire de toute façon, c'est des concepts qui sont repris, tu sais, c'est le one-pager, mais le one-pager, il peut être repris aussi sur PowerPoint. Moi, j'aime bien me l'écrire sur un Word et de dire ce que je vais faire sur un Word et puis de le filer à ma maman et si elle comprend, ben, on est bien. Si elle comprend rien, c'est qu'a priori, je vais aller dans le mur, quoi. Ok. Et après, tu retravailles quand même. Tu fais d'abord ça et après le gros document de deck ou tu fais le deck et après ça? Comment tu fais ça? Moi, j'ai tendance à le faire un peu en parallèle. Okay. Justement parce que je te reprends le terme de mâchouiller. Je ne crois pas à j'écris en une page tout de suite mon idée, elle est claire, et puis après j'écris mon PowerPoint et j'ai fait mes 25 slides et en une fois c'est clair. Ça fonctionne pas comme ça, c'est des multiples allers-retours et justement tu vois, tu vas écrire une version 1 sur ton Word, tu vas aller voir pour la première fois des techs, tu leur parles du truc, les mecs te disent ceci, cela, puis tu t'aperçois qu'il manque un pan entier dans ton petit texte de Word, donc tu vas te remettre dessus, tu vas le développer, tu vas lui donner du corps, puis du coup avec ce nouvel ensemble, tu vas aller voir
des marketeurs qui eux-mêmes vont t'amener encore une petite touche, et puis tu vas encore remuscler encore ton Word. Puis au bout d'un moment, tu le sens. Et quand je dis tu le sens, c'est que tu le sors, tu le racontes à quelqu'un et tout le monde te dit comprends. Tu as choisi bien les mots, tu as choisi le groupe nominal qui va bien, tu as choisi l'intonation de voix qui va bien. Et là, ça devient une évidence. Et quand tu le sens quand ça sort et que c'est tout de suite compris et que les mecs ont pratiquement pas de questions, ou les questions qu'ils vont avoir, elles sont déjà sur le projet d'après. Et donc, finalement, tu as craqué complètement les éléments. C'est un peu le même exercice qu'en marketing, c'est quand tu dois trouver un slogan ou tu dois trouver une baseline à ta boîte. Nike, Just Do It. Bah ouais, t'as compris, t'as pas de questions à poser. Mais pour trouver Just Do It, c'est pas sorti comme ça sur un coin de table. Il a fallu faire de multiples allers-retours pour pouvoir extraire la substantifique moelle du truc. C'est super intéressant ce que tu dis. Oui, les visions ne sortent pas comme ça sur un coin de table. Alors, ça peut être une révélation d'un truc et après que tu retravailles, mais en fait, en vrai, une vision, c'est toujours travaillé pendant quand même pas mal de temps, en fait. C'est ça que j'entends là. Ouais, bien sûr, mais tu sais, c'est derrière l'improvisation exige énormément de travail dans l'humour. Le stand-up, le mec vient, tu as l'impression qu'il est doué, mais c'est des heures et des heures de travail, de technique et de répétition. Donc à la fin, tu te dis, waouh, il est bluffant ce gars. Oui, mais non. C'est que il y a peut-être des gars extraordinaires que je connais pas qui sont capables de le faire et qui ont ce talent. Et la réalité, c'est que ça se travaille. Et donc, pour ta boîte, c'est la même chose. Quand tu vas rencontrer des gens à la version 40 de ton deck, ils vont arriver et ce mec est visionnaire, il voit clairement, etc. Il y a peut-être des gens qui sont des grands scientifiques qui sont hyper visionnaires, il y a des gens ultra brillantissimes. Moi, je fais pas partie de cette catégorie. Mais quand tu vas venir avec ta version 40, ils vont faire « Ah ouais, putain, c'est fort, la boîte, elle est vraiment forte, c'est clair, ils ont une vision. » Mais sauf que c'est des heures et des heures de boulot derrière, quoi. Et pour revenir à ton point d'avant, ne pas en parler, c'est se priver de cet enrichissement. Et donc, moi, ça me fait toujours sourire parce que c'est souvent plutôt les jeunes, tu vois, ou les gens qui n'ont jamais fait dans l'entrepreneuriat. Ouais, j'ai une idée révolutionnaire, je ne peux pas t'en parler. Sinon, comme si toi, tu allais copier et tu allais faire la même chose. Alors, c'est complètement tout faux, ça. Et moi, je voulais avoir ton avis sur quelque chose parce que moi, ce que j'ai remarqué en ayant quand même accompagné plusieurs centaines d'entrepreneurs ou de dirigeants, c'est qu'au final, la vision, c'est toujours quelque chose qui paraît simple. C'est-à-dire que, en fait, pour que ce soit clair et pour que ce soit, simple, pas simple dans la simplicité de l'idée, mais simple dans la façon de le dire. Finalement, il n'y a plus de mots alambiqués, il n'y a plus de trucs, de discours d'experts derrière. Il y a quelque chose qui entraînera les autres parce que les gens comprennent parfaitement ce dont tu es en train de parler. Est-ce que toi aussi, ça te l'a fait? Parce que moi, à chaque fois, ce qui est hyper dur finalement, c'est de revenir à un truc simple et basique limite. Enfin, est-ce que tu as rencontré ça aussi? Est-ce que tu fais le même constat ou pas? Quand tu es un entrepreneur, alors tu me dis je suis visionnaire, je ne sais pas si je suis visionnaire, je n'ai pas le sentiment d'être. Tu vis avec un coup d'avance, mais en fait, tu es avant tout une sorte de révélateur. Tu arrives à justement faire ce que tu dis, à rendre simple et intelligible par toutes les formes de profils qui composent ton équipe un truc. Ce truc étant une solution dans le monde, étant une évolution de business, et tu arrives à le traduire pour qu'il soit perçu et intégrable par tout le monde. Et donc, effectivement, comme tu le dis, c'est comme quand tu es au collège ou au lycée, tu sais, tu as des profs, tu vas, et quand ils t'enseignent, tout est simple et tu comprends tout. Mais les mecs sont juste super brillantissimes. Puis quand tu tombes sur un mec qui est brouillon, tu comprends rien, puis tu prends plus de notes et puis tu bosses plus, c'est l'antithèse du truc. Et donc, parler avec ton cœur de quelque chose qui est compréhensible par tout le monde
et qui peut être ressenti par tout le monde en faisant en sorte que chacun se dise moi, pour contribuer à ça, je vais faire ça. Et ben, c'est ce que tu veux appeler le charisme derrière. Ben, c'est comme ça que tu crées le truc. Mais on revient à notre point. Oui, il faut dire les choses avec le cœur parce que l'émotion, l'adhésion, elle se passe là. Mais le cerveau, il va traduire, il va aider aussi à trouver les justes mots, il va aider à trouver le bon slogan ou la bonne approche intelligible. Et c'est un mix des deux qui fait que tu crées cette petite alchimie, quoi. Il y a aussi autre chose que je vois souvent. Les entrepreneurs, les dirigeants peuvent de temps en temps confondre objectif et vision. Dans le sens où, et tu vas me dire ce que tu en penses, pour moi, une vision est un méga objectif. Enfin, c'est le point d'arrivée limite ultime du truc, mais c'est pas l'objectif vraiment réel. Et pour arriver à cette vision-là, par contre, tu dois peut-être mettre en place effectivement plusieurs objectifs. Quelle est ta vision par rapport à ça? Vision, objectif, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il faut des objectifs? Alors non, c'est clair que la vision et l'objectif, c'est pas la même chose. La vision, d'ailleurs, c'est parfois très difficile de lui donner un horizon de temps. Tu te dis, on va arriver. Enfin, si je prends un exemple, en 2014, 2015, précédente boîte était dans les contenus pour le mobile. Et puis, on travaillait beaucoup avec les opérateurs télécoms. Et puis, tu avais la montée en puissance des smartphones. Enfin, bon, bref, notre business était par terre. Il fallait qu'on parte faire autre chose. Et en fait, tu te dis, la vision que tu as, c'est en travaillant avec les autres, parce qu'on est dans les contenus, que la vidéo ne va pas être consommée de la même façon en 2025 qu'en 2014, que tout ça allait être délinéarisé, ce sera la télé sur Internet, et qu'on allait petit à petit aussi avoir de l'abonnement, c'est-à-dire que ce qui était en train de changer la musique à l'époque, tu te souviens, c'était Spotify et Deezer, on allait découvrir l'abonnement, ce qui est aujourd'hui une évidence avec Netflix et Co. Voilà, donc tu as toutes ces visions qui disent que là, il y a une opportunité de marché qui est d'inventer des acteurs qui vont travailler dans tout cet univers. Bon, une fois que tu as fait sentir à tout ça aux équipes et que tu as réussi à la définir et à montrer que c'est une évidence qu'à un moment donné, on aurait la consommation de télé sur ton téléphone portable avec un petit abonnement, ce qui était la bonne vision, puisque c'est une réalité, tout le monde regarde Netflix sur son mobile aujourd'hui. Après, il faut définir des objectifs. Parce que il va falloir construire une plateforme, il va falloir trouver des contenus, il va falloir imaginer le marketing qui évite que ça nous coûte trop cher, il va falloir trouver les coûts d'acquisition client et ainsi de suite. Et donc tout ça se décline en objectif pour faire en sorte que les équipes avancent avec le but ultime de la vision. Et puis, cette vision, elle va bouger aussi, parce qu'il y a des éléments qui vont arriver, qui vont s'enrichir, et elle va se muscler. Et donc, les objectifs, et donc l'équipe de tes managers, ça va être aussi de retraduire en objectif permanent l'opportunité de trouver le bon chemin pour atteindre cet objectif. Il y a une image, alors là, c'est pas forcément facile de le faire sur un podcast, mais tu sais, moi j'aime beaucoup, tu veux envoyer une équipe sur la Lune. La Lune, elle tourne. Donc tu peux pas faire c'est pas un trait droit qui va de la Terre à la Lune. Il va falloir tourner, il va falloir s'adapter, et puis à un moment donné, à l'unissage. Et j'aime bien cette image parce qu'en fait, tu tournes quand même autour de la Terre, et que la Lune, elle va à sa propre vitesse. Les circonvolutions sont ainsi faites qu'il faut aller poser le petit véhicule à l'endroit exact que tu as demandé. Et ça, c'est l'équipe qui doit construire son objectif, le pas de lancement, et puis ainsi de suite sur tout le parcours. Il va falloir ajuster sur tout le parcours pour qu'à un moment donné, ça unisse. Mais la vision au début, c'est on va aller mettre un petit véhicule sur la Lune. Alors après, comment on y va, c'est une autre histoire. Mais ça, c'était l'équipe qui vont savoir répondre. Donc le leader, finalement, il sait s'entourer de gens normalement meilleurs que lui
dans les différentes expertises dont on a besoin pour élaborer le projet. On fait des micro-objectifs qui vont faire qu'à un moment donné, on va aller vers cette vision. Et finalement, le leader, il est garant aussi du bon fonctionnement. Il intervient aussi sur des parties managériales, sur le top management, sur ces équipes-là. C'est comme ça. Alors, tu sais, moi, j'aime bien... tu dis meilleur, c'est un peu la formule, un peu en management, il faut recruter des meilleurs que soi. Moi, j'aime bien dire qu'ils ont plus envie que toi. Ah ouais, ok. Parce que, tu vois, moi, la tech, j'aime beaucoup. Tu vois, je parle, il y a des équipes tech, j'aime bien parler avec eux, ils voient les choses, etc. J'ai appris à faire un peu de code. Maintenant, faire du code, ça me saoule. Et puis chercher, parce qu'en plus, quand tu tapes, ça marche jamais du premier coup, donc il faut chercher les bugs et tout. Il y a des gens qui aiment faire ça. Moi, ça me saoule. Mon directeur financier, construire les tableaux Excel, être hyper rigoureux, relire les contrats, etc. Parce qu'il faut le faire, je peux le faire, mais ça me saoule aussi. Ça me bouffe un maximum d'énergie. Donc en fait, et eux, ils aiment bien. Et donc en fait, toi, tu vas concentrer complètement ton énergie sur la vision, mâchouiller la vision pour faire en sorte que le truc soit de plus en plus excitant. Parce que j'ai envie de ça. Mais eux-mêmes, d'ailleurs, tu leur demandes, tu vas demander à mes techs, ah ouais, attends, faut que tu ailles prendre des cafés, discuter avec tout le monde pour faire mâchouiller le truc. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Je préfère être sur mon ordinateur en train de coder des trucs avec des langages complètement nouveaux. Et donc, j'aime bien cette notion d'envie parce qu'en fait, c'est en mariant toutes les envies que tu fais un truc et ça gomme un petit peu la notion de meilleur qui a une hiérarchisation, je pourrais être meilleur que toi, etc., qui est une forme de biais dans la constitution d'une alchimie de... Moi, là où je trouve ça très intéressant, ta façon de voir, c'est même plus par rapport à la motivation de l'équipe. Oui, bien sûr. Parce que si tu as juste des gens qui sont là pour, entre guillemets, faire acte de présence et qui font juste leur job, moi, je les respecte, ces gens-là, je passe. Mais c'est mieux d'avoir des gens qui s'investissent le plus possible et qui croient. Et justement, c'est aussi à toi, en tant que leader, de leur donner cette inspiration-là et de leur dire, voilà, moi, les gars, on va là, on y va, quoi. Et c'est ça aussi qui va les rendre meilleurs. Mais c'est libérer l'envie chez les uns et les autres. Tu vois, la motivation, ça ne se décrète pas. Tu vois, ça me fait marrer quand tu as des boîtes qui font des séminaires de motivation. Bonjour les gars, maintenant vous allez être motivés. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Ou peut-être la soirée, puis le lendemain, ils ont oublié. Donc, en revanche, quand tu as réussi à réveiller en eux l'excitation d'un truc, parce qu'il y en a un qui rêve de craquer une typologie de problème technique, il y a l'autre qui veut arriver à construire une typologie de business plan, il y a l'autre qui veut arriver à convaincre un type de client, tu as excité les envies. Et en excitant les envies, tu as une équipe, pour le coup, de facto motivée. Mais pas parce que tu l'as décidé, parce qu'ils se sont auto-motivés. Et en plus, le 1 + 1 = 3, c'est une réalité. C'est-à-dire que quand toi, tu parles, bon, tu es le patron, bon, tu es toujours suspecté d'eux. Mais quand tu as le directeur marketing ou un chef de produit marketing qui va voir avec un lead dev qui se dit « c'est génial le truc qu'on est en train de faire, etc. » Le lead dev, il a envie de dire « nous, on est en train de coder un truc, c'est super génial aussi. » Et en fait, tout le monde est en train de se motiver et la boîte est portée par l'automotivation des uns et des autres. Et quand tu as réussi à créer ça, parce qu'à la base, il y a de l'envie, là, tu commences à avoir une équipe qui est prête à les mettre le petit véhicule sur la Lune, quoi. C'est excellent. Il nous reste juste quelques minutes, mais j'aurais bien aimé, si tu es OK, juste qu'on parle un tout petit peu, là, tu viens de finaliser ton manuscrit de ton 2e livre, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu as envie de nous en parler juste quelques minutes et nous dire aussi, qu'est-ce que ça a changé par rapport à ta vision, même en tant qu'homme, en tant qu'être humain, si tu as envie de nous en parler un petit peu? Écoute, là, tu me poses une question qui est le livre n'est que la traduction d'une mésaventure ou d'une chance qui m'est arrivée ces 2 dernières années, puisque en fait, j'ai eu un grave accident de santé en mai 2021 où j'ai fait un arrêt cardiaque tout seul en vallée de Chevreuse sur mon vélo et puis techniquement, je suis mort pendant 53 minutes. Je suis sauvé de manière totalement miraculeuse par d'autres vélos qui étaient à côté de moi, qui étaient un médecin et 2 gendarmes.
et puis qui vont aller au-delà du raisonnable en massant, en étant surcouru ensuite par un médecin urgentiste qui va au-delà du raisonnable aussi, et en fait toute une chaîne, une liste de planètes alignées absolument hors normes, et puis un temps dans le coma, opéré du cœur, annoncé plusieurs fois mort à ma femme, et puis une reprise. Et en fait, tout ça, ça a pris du temps. Il a fallu que je réapprenne à parler, il a fallu que je réapprenne à marcher, il a fallu que je redécouvre un peu tous les basiques de la vie. Et puis je tombais, et puis j'avais des troubles neurologiques, etc. Et donc en fait, je vais témoigner un peu dans ce livre dont je fais des conférences aujourd'hui. C'est au-delà du récit, c'est tous les enseignements, notamment sur le déni et tout le cycle du deuil, d'arriver à comprendre finalement comment tu te transformes. Parce que aujourd'hui, je peux dire que le Nicolas de novembre 2023 n'est pas celui de mai 2021, même si physiquement et dans ses intonations de voix, il a tout récupéré, et chacun pourrait penser qu'il n'y a rien qui a changé. Si le magasin devant n'a pas changé, à l'intérieur, ça a significativement changé. Et en fait, de découvrir que quand tu as fait le deuil de ton ancien toi, parce qu'il était performant, il avait une capacité à faire des choses que je voulais refaire. Je voulais revenir comme avant. J'ai eu beaucoup de ma vie d'avant, mais quand tu comprends que tu ne pourras pas et que c'est plus possible, et puis qu'on te le factualise, l'acceptation te permet de faire émerger des nouvelles choses, et qu'aujourd'hui, je ne vois même pas les choses différemment, je vois d'autres choses, et qui font émerger de nouvelles forces. Et donc de témoigner ensuite sur ces nouvelles forces et ce à quoi je vais les mettre au service de quoi et dans quel sens, et ainsi de suite. Et donc, on parlait du cœur, et oui, maintenant je suis très sensible au cœur, parce que d'abord c'est mon cœur qui s'est arrêté, et puis que finalement quand tu découvres la puissance du cœur, c'est un kiff incroyable. Je n'étais pas vraiment formaté et programmé pour ça. Et pourtant, je pense que j'en manquais pas dans mon management d'entreprise, mais c'était intuitif. Et maintenant, tu parlais de technique, et on ramène un peu des techniques là-dessus. Voilà, donc là, je te fais un petit teaser, je t'en dis pas plus, mais quand il sera sorti, tu me réinviteras. Exactement. Et on vous mettra le lien quelque part. Vous le trouverez dès que le livre est sorti, je vous l'ajouterai. Génial. Et écoute, merci beaucoup, Nicolas. Merci pour ce partage. Merci, Marianne. Et puis, je te dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Secret de leader. Avant de partir, laissez-nous 5 étoiles et un petit commentaire de soutien. Si vous avez en tête des leaders que vous souhaitez voir interviewés dans l'émission, dites-le nous. Rendez-vous sur notre site internet www.leleadership.com pour faire votre test de personnalité. À la semaine prochaine!